Avant de commencer, je voulais vous dire un truc super cool. Le samedi 27 juin, je serai à la Fnac de Limoges de 14h à 16h pour une séance de dédicace de mon livre. Évidemment, vous pourrez l'acheter sur place si vous le souhaitez, mais vous pouvez aussi venir avec votre exemplaire. Il n'y a aucune obligation d'achat. Franchement, ça me ferait super plaisir de pouvoir discuter un peu avec vous, échanger autour du livre, de la chaîne, ou même juste dire bonjour. Donc si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer. Pour le moment, c'est la seule séance de dédicace prévue, donc j'espère vous y voir nombreux. Alors aujourd'hui, j'ai une question. Et si le meilleur joueur de cette cuvée de draft n'était pas forcément celui auquel vous pensez? Depuis des mois, on parle énormément d'AJ Dibonsa, c'est logique, et j'ai déjà fait un Airball Project à son sujet. Mais Darren Peterson, lui, intrigue tout le monde, et il se pourrait bien que au moins ce soit le meilleur arrière de cette cuvée. Bon, en ce moment, vous l'avez vu, les sondages Instagram sont un petit peu en pause, avec la draft, la free agency et toute l'off-season NBA qui arrive. Mais allez quand même me suivre là-bas, ça reste tout de même le réseau où je suis le plus actif, où je réponds le plus, et sur lequel vous pourrez être au courant d'absolument tout. Et si c'est pas encore fait ou que vous arrivez sur cette chaîne, pareil, pensez à vous abonner ici aussi parce que je pense qu'on va avoir quelques trucs bien denses dans les prochaines semaines. Mais ouais, aujourd'hui on va se poser sur Darren Peterson, son parcours, sa saison à Kansas, son scoring, ce qui fait vraiment rêver les scouts et aussi ce qui peut faire un peu flipper, le playmaking, la santé, l'explosivité, le plafond. En gros, dans 5 ans, on parle de quoi avec lui? D'un All-Star, d'un franchise player ou juste d'un gros scoreur qui va vite plafonner? Vous allez voir, la réponse est bien moins simple qu'elle n'en a l'air au premier abord. Alors installez-vous bien, on parle de ça tout de suite. Bon, pour comprendre qui est Darren Peterson, faut déjà comprendre d'où il vient. Déjà, Peterson ne sort pas de nulle part. Il grandit à Kenton, dans l'Ohio, une ville où le sport compte vraiment. Son père joue à Akron en NCAA. Son grand frère, lui, part vers le football universitaire avant de signer chez les Rams. Donc le haut niveau, chez les Peterson, ce n'est pas un truc qu'on découvre sur YouTube. C'est là, autour de lui, depuis le début. Et là-dedans aussi, autour de ça, il y a un autre détail que je trouve assez fou. Canton, c'est aussi la ville de CJ McCollum. Les familles se connaissent. CJ dit qu'il connaît Darren depuis qu'il est bébé. Et plus jeune, Peterson passe même par ses camps. Vers 12 ans, il bosse aussi avec Eric McCollum, le frère de CJ. Et après un entraînement, Eric aurait lâché un truc assez fort. Il voyait du CJ chez Darren, mais en plus grand, plus fort, plus athlétique. Sauf qu'à ce moment-là, le gamin est encore au collège. Quand vous entendez ça, vous comprenez vite que la hype qui est autour de lui, elle a pas commencé hier. Darren raconte lui-même qu'au collège, alors qu'il rentre en classe de 4ème, il commence à comprendre qu'il peut vraiment aller loin, et les résultats arrivent tout de suite. À la Cuyahoga Valley Christian Academy, il tourne déjà à près de 26 points, 10 rebonds et presque 6 passes comme freshman, malgré une blessure au pied. Résultat, au l'Ohio dès sa première année. Là, on est au-delà du simple jeune prometteur, franchement, avec ce qu'il montre. Sa deuxième saison est encore plus sale, près de 31 points par match, finaliste pour le trophée Ohio Mr. Basketball, et sa réputation commence déjà à dépasser les limites de l'État. ESPN le place parmi les meilleurs joueurs du pays, et ce qui ressort surtout, c'est la mentalité. Quand on lui parle des joueurs classés devant lui, il n'a pas l'air impressionné, il veut les rattraper, et ensuite les dépasser. À partir de là, son parcours change complètement de dimension. Après 2 ans à CVCA, Peterson rejoint Huntington Prep, puis Prolific Prep en Californie. On peut voir ça comme des transferts, moi j'y vois surtout une montée en puissance, un step dans la difficulté, un calendrier plus dur, des adversaires plus forts, des recruteurs partout, et à chaque fois il répond présent. Lors de sa dernière saison au lycée, il tourne à plus de 30 points, près de 7 rebonds et près de 7 passes. Donc attention, c'est déjà plus seulement un scoreur. Et surtout, arrive le match que tout le monde retient, celui qui a marqué absolument tous les esprits. Utah Prep, AJ Dibonsa en face, le duel que toute l'Amérique du basket attend. Peterson plante 58 points, 58, et il met le tir de la victoire au buzzer en prime. Là, c'est plus juste une grosse perf dans un gymnase avec 3 scouts au bord du terrain. C'est une soirée qui colle à ton nom toute ta vie, le genre de match qu'on ressort dès qu'on parle de toi. Et le plus fort, c'est que c'était même pas ça son dernier argument. Quelques mois plus tard, il est McDonald's All-American, co-MVP avec Cameron Boozer, Naismith Prep Player of the Year, et 247 Sport le classe même numéro 1 de toute sa promotion devant Dibonsa. Il a aussi gagné l'or avec Team USA U16 avec près de 17 points et plus de 3 interceptions par match. Bref, partout où il passe, le niveau monte et ses performances suivent. Ce qui est fascinant avec Peterson, c'est que son évolution est progressive. Palier après palier, le niveau augmente, et palier après palier, il répond présent. Mais bref, c'est bien beau de parler de sa jeunesse, moi ici je veux parler surtout de son profil. Darren Peterson arrive à la draft là, dans quelques jours, avec un vrai corps d'arrière NBA. 1m96, 93 kg, 2m08 d'envergure et seulement 19 ans au moment d'être drafté. Là, on n'est pas sur le petit meneur qu'il faut planquer dès que ça switch. On parle d'un grand garde moderne, capable d'avoir la balle, mais aussi de jouer à côté d'un autre créateur. En gros, c'est un combo garde, mais version survitaminée. Son jeu, c'est beaucoup de contrôle. Peterson
Peterson aime choisir son rythme, attaquer sur pick and roll, créer son tir, attendre son spot. Il ne gagne pas juste parce qu'il va plus vite que tout le monde, il joue avec les changements de vitesse, le dribble, le timing, et c'est pour ça qu'en le regardant, t'as parfois l'impression qu'il a 2 ou 3 ans de basket de plus que ses adversaires. Et sa saison à Kansas, elle confirme bien ce profil-là. Malgré 11 matchs manqués, il s'impose comme l'option offensive numéro 1 des Jayhawks. En 24 matchs, il tourne à plus de 20 points, 4 rebonds, un peu moins de 2 passes, plus d'une interception, avec presque 44% au tir, 38% à 3 points et plus de 82% au lancer. Dans la Big 12, sous les ordres de Bill Self, à 19 ans, ce n'est pas anodin. Peterson, c'est déjà un grand arrière créateur, productif et super crédible dans un rôle de scoreur extérieur. Dans ce contexte, sa progression est forte, il signe la meilleure moyenne au scoring pour un freshman dans toute l'histoire de son programme de Kansas. Et quand tu vois les noms qui sont passés par cette fac, c'est un vrai délire ça. Kansas, c'est pas une petite fac montée autour de lui pour gonfler ses stats, c'est Will Chamberlain, Paul Pierce, Andrew Wiggins, Joel Embiid, et Peterson arrive là-dedans avec le costume du go-to guy. Sa saison reste hachée, blessures, crampes, absence, rythme coupé, mais quand il était là, Kansas savait très bien qu'il portait l'attaque. Même lors de la March Madness, il répond présent, avec plusieurs perfs à plus de 20 points. Kansas s'arrête trop tôt, donc on n'a pas le grand run NCAA qui aurait pu faire exploser sa cote. Mais individuellement, le message est clair, Peterson a produit comme une star, dans un vrai programme, face à une vraie concurrence. Sa saison ne répond peut-être pas forcément à toutes les questions, mais son niveau, lui, il est validé. Et forcément, dans les mock drafts, sa hype se confirme. Aujourd'hui, la cote de Darin Peterson est ultra stable. Sur les mocks principales, il navigue toujours entre la première et la troisième place, avec une grosse concentration autour du pick 2. Donc la lecture, c'est pas est-ce qu'il va entrer dans le top 5 ? Non, sauf tremblement de terre, il sera top 5. La vraie question, c'est est-ce qu'il peut carrément être pris en numéro 1 ? Et s'il est aussi haut dans les mocks, c'est d'abord pour une raison. Le mec sait scorer, vraiment scorer. Les scouts parlent souvent de scoring à 3 niveaux, et pour une fois, ce n'est plus juste une formule pour faire joli. Il peut sanctionner derrière l'arc, s'arrêter à mi-distance ou finir près du cercle. Donc quand vous défendez sur lui, vous n'avez jamais vraiment une bonne réponse. Vous fermez une porte, il passe par la fenêtre. Classique, mais pénible. Et à mon sens, ça, c'est probablement sa qualité numéro 1. Déjà parce qu'il peut créer son tir. Ses plus de 20 points de moyenne à Kansas ne viennent pas uniquement des systèmes ou de tirs ouverts. Une grosse partie vient de son dribble, de ses changements de rythme et de sa capacité à créer un avantage tout seul. Puis son tir extérieur est déjà crédible, près de 38% à 3 points avec quasiment 7 tentatives par match, souvent en sortie de dribble, en pull-up ou après écran. Il a toute la panoplie. Mais le plus intéressant, c'est peut-être même pas ça. La zone qui saute le plus aux yeux, c'est souvent le mi-distance. Beaucoup de jeunes prospects vivent soit près du cercle, soit derrière la ligne à 3 points. Peterson, lui, est déjà très à l'aise entre les deux. Et près du cercle, même sans être un monstre athlétique, il compense par son toucher, ses angles et son contrôle du corps. C'est l'effet domino. Tu montes sur son tir, il attaque. Tu recules, il shoot. Tu protèges le cercle, il s'arrête dans la zone à mi-distance. Il est incontrôlable. Voilà pourquoi son scoring paraît aussi transposable à la NBA. Peterson ne dépend pas d'une action parfaite pour exister. Sa vraie valeur, c'est ce qu'il fait quand l'action est morte, quand il reste 8 secondes, quand le défenseur est en place. Là, il peut attaquer en 1 contre 1, tirer en sortie de dribble, utiliser un écran, s'arrêter net, prendre son pull-up. C'est pas juste un finisseur, c'est un créateur de tir. En NBA, ce genre de compétences, ça coûte trop cher, c'est vachement recherché. Ce que j'aime chez lui, c'est qu'il gère super bien son rythme. Il ralentit, accélère, joue avec les appuis du défenseur. Son pull-up est vraiment le centre de sa création individuelle. Sur pick and roll, il peut déjà punir plusieurs couvertures. Attention, on parle surtout de création pour lui-même, mais dans ce domaine-là, il a déjà un arsenal très avancé pour un joueur de 19 ans. Pour un prospect extérieur, c'est souvent ça qui change tout, mais attention, il y a un piège. Quand un joueur sait mettre des tirs compliqués, le danger c'est qu'il finit parfois par aimer un peu trop les tirs compliqués. Peterson tombe encore dans ce piège par moment. Je pense pas que ce soit de l'égoïsme, c'est plutôt le réflexe du gros scoreur. La possession part en vrille, il se dit ok, je vais gérer. Sauf qu'en NBA, gérer c'est aussi parfois apprendre à lâcher la balle. À Kansas, le chiffre qui résume bien le débat, c'est son ratio assist-turnover, quasiment autant de passes décisives que de ballons perdus. Pour un joueur avec autant d'usage, ça veut dire qu'il crée énormément pour lui-même, mais pas encore assez souvent pour les autres. Mais attention, faut être juste avec lui et pas forcément le juger que là-dessus. Sa saison a été hachée, blessures, crampes, rythme coupé, rôle parfois plus scoreur que meneur, donc je vais pas lui coller une étiquette définitive. Mais s'il veut passer un cap, il devra punir les aides plus vite. La prise à 2 arrive, la balle doit sortir. Pas besoin de devenir Magic Johnson, juste la bonne passe, au bon moment. En gros, il doit pas arrêter d'être ambitieux, il doit juste polir un petit peu plus sa sélection de tirs. Et ça, justement, ça nous amène un petit peu à son explosivité. Peterson est athlétique, grand, long, puissant pour un arrière, capable de changer de vitesse et d'absorber le contact, mais c'est pas le mec qui va casser une défense juste en posant le premier appui. On n'est pas sur du Ja Morant, du Anthony Edwards ou du Amen Thompson. Lui, il gagne plus avec un mélange de rythme, de toucher, de longueur et de choix des angles. C'est pas forcément un problème, mais ça peut changer un petit peu les projections qu'on peut avoir sur lui. À Kansas, on l'a parfois vu manquer un peu de séparation par rapport à ce qu'on avait aperçu au lycée. Après, sa saison a été hachée, donc je resterai prudent, mais s'il ne met pas assez de pression vers le cercle en NBA, les défenses pourront parfois le pousser vers trop de tirs compliqués. En gros, il a pas besoin de devenir un mutant, il a juste besoin d'arriver à mettre encore plus de pression vers le cercle pour que son pull-up devienne encore plus dangereux. Par contre, je veux aller un peu plus loin parce qu'à côté de tout ça, il y a un truc que je veux pas minimiser. Peterson n'a pas juste le talent d'un créateur, il a aussi un corps déjà NBA ready. Pour un arrière, 1m96, 93 kg, 2m08 d'envergure, c'est du très sérieux. On n'est pas sur un petit meneur qui va se faire bouger physiquement. Il arrive avec une vraie base, taille, longueur, densité, mobilité. Forcément ça change beaucoup de choses pour son futur rôle.
Offensivement, ce gabarit lui permet de ne pas dépendre uniquement de la vitesse, il peut garder son équilibre au contact, protéger son dribble, shooter au-dessus de certains défenseurs, et défensivement c'est pareil, il a moins le profil du garde que les attaques vont cibler en boucle, il peut défendre les postes 1, les postes 2 et survivre même sur certains switches sur des plus grands. Et ça, évidemment, les scouts, les GM et les coachs, tous ils adorent. En NBA, quand ton créateur extérieur est trop petit ou trop léger, tu passes vite ton temps à bricoler autour de lui, tu le caches, tu évites tel match-up, tu ajustes tout. Avec Peterson, tu respires un peu plus. Son corps ne règle pas tout, évidemment, mais il donne de la marge et des options à ses coachs. En clair, son physique, c'est pas juste du bonus, c'est une partie centrale de son dossier. Et dans une NBA où presque tout le monde joue avec plusieurs créateurs, son profil sans ballon, il va compter aussi. Peterson sait déjà exister off-ball, il a le tir, la mécanique, la taille, la confiance. Si vous l'oubliez dans un corner ou sur une réception propre, il peut sanctionner, mais l'étape suivante, c'est de devenir dangereux avant même qu'on le trouve. Là, il y a une vraie marge de progression à mon sens. Il n'est pas encore dans le registre de ces joueurs qui fatiguent une défense juste en bougeant, sortie d'écran, coupe, replacement. Peterson ne vit pas encore naturellement dans ce rythme-là, mais s'il ajoute ça, son scoring pourrait devenir beaucoup plus simple et il deviendrait plus compatible avec une star déjà installée. Et bonne nouvelle, ça, c'est probablement corrigeable. Il a déjà la base la plus importante, le tir. Maintenant, il doit ajouter l'activité, les timing, les replacements. C'est pas courir partout, c'est savoir quand couper, quand rester au large, quand punir un défenseur qui tourne la tête. Aujourd'hui, il est capable de jouer sans ballon. Demain, il devra apprendre à peser sans le ballon. Par contre, dans les points à travailler, il y a encore un autre domaine où j'ai des trucs à dire. Peterson crée déjà très bien son propre tir. La question maintenant, c'est de savoir s'il peut créer une attaque. À Kansas, il n'a jamais réussi à prouver qu'il pouvait être un bon passeur. Pour un joueur qui touche autant de ballons et qui génère autant d'attention défensive, ça montre qu'il n'a pas encore produit comme un vrai organisateur. Après, je le vois pas comme un trou noir non plus, on va pas abuser. Il sait faire la passe simple, ressortir le ballon, trouver un coéquipier quand l'aide est évidente, mais son premier réflexe, c'est encore de scorer. Et en NBA, les défenses vont le tester très vite. Prise à deux, aide qui arrive tôt, angle coupé. Là, il devra lire plus vite les actions. Après, le contexte Kansas nuance pas mal les débats. Son rôle était très orienté vers le scoring. Bill Self l'a bien plus utilisé comme une arme offensive que comme un chef d'orchestre. Donc non, je vais pas lui demander de devenir Chris Paul, ce serait n'importe quoi. Le chemin logique, c'est plutôt un arrière-scoreur qui, petit à petit, apprendrait aussi à faire croquer un peu plus les autres. S'il reste seulement un créateur pour lui-même, déjà il peut devenir très fort. Mais s'il apprend à faire payer les défenses dès qu'elles se concentrent sur lui, là on parlera d'un vrai moteur offensif complet. Ce que j'aime, c'est qu'il joue pas comme un gamin en mode je suis plus fort, poussez-vous. Il force parfois, oui, mais son jeu reste assez posé, il sait ralentir, utiliser un écran, attendre que le défenseur se décale. Pour un joueur de 19 ans qui a toujours eu le ballon et le feu vert, c'est déjà pas mal. Cette maturité, de toute façon, je la remarque surtout dans le rythme auquel il joue. Ses chiffres de passe restent modestes et son instinct premier reste le scoring, mais ce n'est pas un scoreur aveugle. Il lit les premières aides, comprend les espaces, fait souvent la passe simple quand elle est là, c'est déjà ça. Même s'il y a des progrès à faire dans ce domaine, ce que je veux retenir, c'est que déjà dans sa manière de scorer, il est super avancé. Et le truc vraiment bien, c'est que tout ce package, il se limite pas à l'attaque. La défense chez lui, c'est pas juste bon, il a des longs bras, on verra bien. À Kansas, il tourne à plus d'une interception par match et met également pas mal de contres pour un arrière. Pour un freshman qui porte autant de choses en attaque, c'est plutôt bon signe. Il reste actif, il lit bien les mouvements de l'attaque, il met les mains là où il faut. Et là encore, bien sûr que son corps change pas mal de choses dans le domaine. Avec sa taille et son envergure, il a déjà des outils défensifs très sérieux pour un extérieur. C'est pas le genre d'arrière que l'adversaire va automatiquement chercher à cibler. À Kansas, il ne défendait pas toujours le meilleur joueur adverse, et il devra gagner en discipline. Par moment, il peut chercher l'interception ou faire une faute d'inattention loin du ballon. Mais la base est là. Main active, anticipation, longueur, mobilité. Pour un scoreur de ce niveau, c'est très rassurant. Peterson n'est pas un défenseur qu'on espère cacher. Cela dit, il faut aussi que je parle de mon inquiétude la plus concrète à court terme. Avec Peterson, la question n'est pas est-ce qu'il est assez fort, ça franchement on a la réponse. La vraie question c'est combien de soirs son corps va le laisser être ce joueur-là. À Kansas, il joue 24 matchs et en manque 11 cette saison. Ischio, cheville, quadriceps, maladie, crampes récurrentes. Au bout d'un moment, ce n'est plus juste une petite absence au hasard, c'est une saison complètement hachée. Pour un top 3 annoncé, forcément, ça compte, ça inquiète les GM et les scouts. Le truc qui marque le plus, ce sont les crampes. Peterson a expliqué que ça venait peut-être d'une prise trop élevée de créatine avec un épisode très violent pendant la préparation. Hôpital, 2 poches en intraveineuse. Si c'est vraiment ça, quelque part ça rassure un peu. Un staff NBA peut encadrer l'hydratation, la nutrition, les compléments, tout ça avec beaucoup plus de professionnalisme. Par contre, mon inquiétude, c'est le calendrier NBA, l'enchaînement des matchs, les déplacements non-stop. Parce qu'un arrière créateur dépend énormément de ses jambes. Pour créer la séparation, défendre, changer de rythme, attaquer les écrans. Si son corps ne suit pas, tout son jeu peut perdre en percussion. Donc non, c'est pas une alerte rouge définitive, mais toutes les franchises vont regarder ça très près avant la draft, j'en suis sûr. Donc ouais, ça m'inquiète, mais je veux quand même finir sur une bonne note. Peterson ne fuit pas les moments chauds, j'ai même l'impression qu'il trouve ça normal que la balle finisse dans ses mains. Contre TCU, il termine à 32 points, et à 1,7 secondes de la fin, il doit mettre 3 lancers pour arracher la prolongation. 3 gestes à répéter avec le match dans les mains. Il les met, tous les 3, mission accomplie. Ce sang-froid, de toute façon, on le voit plus globalement dans les fins de match, dans les money time. Dans son attitude, il donne rarement l'impression de subir le moment. Il peut rater, revenir, reprendre un tir, rester impliqué. C'est pas seulement un joueur confiant quand il a la balle, c'est un compétiteur qui veut peser, vraiment. Il semble savoir gérer la pression, prendre les tirs importants, jouer avec calme et confiance, même dans les moments les plus chauds.
C'est encore trop tôt pour savoir s'il pourra transposer ce leadership à la NBA, mais franchement c'est hyper positif. Peterson joue comme un joueur qui sait déjà que les grosses responsabilités font partie de son métier. Donc si je dois faire le bilan de tout ce que j'ai observé, maintenant je résumerai les choses comme ça. Peterson a déjà le talent d'un grand scoreur NBA, là-dessus j'ai pas trop de doute. Son socle est très fort, 1m96, 93 kg, 2m08 d'envergure, du tir, du pull-up, de la création individuelle, une vraie projection défensive. Son statut de top pick, il tombe pas du ciel. Mais derrière, il y a deux questions qui vont tout changer. Est-ce qu'il peut rendre les autres meilleurs? Et est-ce que son corps va tenir la route? Ça c'est de vraies questions, parce que le reste, à mon sens, c'est davantage de l'optimisation. L'explosivité, ouais, il n'a pas besoin d'être Ja Morant, mais il doit mettre assez de pression au cercle. Le jeu sans ballon, pareil, il s'est déjà shooté, mais il peut devenir plus dangereux en bougeant davantage, ça peut être important. Ce sont des progrès qui sont nécessaires, mais pas forcément primordiaux. Les deux grandes réponses qu'il devra apporter, c'est comment peut-il mieux impliquer ses coéquipiers, et comment son corps va résister au marathon de la Grande Ligue. Si dans ces deux domaines il apporte des garanties, il peut devenir un joueur plus que sérieux. Un grand arrière qui peut scorer de partout sur le terrain, créer son tir, défendre plusieurs postes et assumer les moments chauds, c'est le fantasme de pas mal de front office. Son plancher vient du shotmaking, son plafond, lui, viendra du playmaking et de la santé. Donc là, il est temps, de toute façon, je sais que vous adorez ça, je vais faire quelques comparaisons. La première qui me vient, c'est Devin Booker. Alors non, Peterson n'est pas déjà Booker, calmez-vous, on respire. Mais l'archétype se ressemble, grand arrière, scoreur aux 3 niveaux, pull-up, danger après le dribble, et cette idée d'un joueur qui commence surtout comme scoreur avant d'apprendre à porter plus d'attaques. C'est ce chemin-là que Peterson doit viser. Donc Booker, ouais, je pense que c'est la comparaison logique si on imagine son plafond. La comparaison plus fonctionnelle, c'est Bradley Beal, un combo guard scoreur capable d'exister avec ou sans ballon, de jouer sur pick and roll, de créer son tir, mais sans être forcément le cerveau naturel d'une attaque. Là, on retrouve bien Peterson, assez de handle pour initier, assez de tir pour punir off-ball, assez de shot-making pour porter plusieurs possessions. La nuance, c'est que Beal était plus explosif à son pic. Peterson, lui, domine davantage par la longueur, le toucher, les angles et le rythme. Et puis enfin, pour les nostalgiques du passé, j'ai également pensé à Brandon Roy. Roy, c'était pas un mutant athlétique façon Wade, c'était un grand arrière ultra propre, calme, capable de jouer à son rythme, de créer son tir, de punir à mi-distance et de prendre les grosses possessions sans paniquer. La nuance, c'est que Roy avait une maîtrise collective plus avancée. Peterson, lui, il en est pas encore là. Après, si vous voulez, je peux citer d'autres noms, mais il faut garder un peu de prudence avec eux. On peut penser à Shea pour la taille et le tempo, mais attention, Peterson n'a pas encore son toucher près du cercle, ni son playmaking. Jamal Murray, ça marche pour le pull-up, Donovan Mitchell pour le shotmaking, mais à chaque fois, il y a un truc qui coince. Au final, Peterson ressemble surtout à un arrière-star moderne qui devra apprendre à mieux organiser le jeu. C'est là que son avenir peut devenir assez intéressant, et si on parle de fit, on peut voir ce que ça pourrait donner dans les équipes qui ont les top picks. Washington, déjà, c'est le fit le plus ambitieux. Les Wizards ont le pick 1, donc c'est pas forcément le scénario attendu, mais Peterson, là-bas, ça se défend. Sarr et Heidi te donnent une base intérieure moderne. Bilal apporte de la longueur et de la défense. Trae Young peut créer pour les autres. Trae Johnson peut scorer. Mais il manque encore le jeune fougueux qui prend la balle et dit « Ok, donnez-moi le ballon, je mets les points ». Peterson, il peut être ce gars-là. À Washington, je pense qu'il pourrait être rapidement responsabilisé tout en apprenant auprès de certains vétérans. Cependant, le fit le plus naturel, je trouve, c'est Utah. Si Peterson part en 2 à la draft, il arrive dans une équipe jeune mais pas vide. Markkanen, Keyonte George, Isaiah Collier, Ace Bailey, Filipovski, Jaren Jackson Jr., il y a déjà de quoi l'aider. Là-bas, il n'aurait pas besoin de faire semblant d'être un pur meneur dès le premier soir. Il pourrait scorer, jouer à côté d'autres créateurs, profiter du spacing et grandir sans qu'on lui balance toute la franchise sur les épaules. Ça, ce serait pas mal aussi. Je pense que Utah, ce serait bien, parce que cette équipe pourrait lui donner toute la liberté dont il a besoin. Enfin, il y a les Grizzlies, ils sortent d'une saison très compliquée. Ja n'a joué qu'une vingtaine de matchs et la franchise semble entrer en reconstruction. Si Morant reste, le fit est moins propre, mais s'il part, Peterson devient une option énorme pour reconstruire le backcourt. Je suis certain que s'il est encore dispo en 3, c'est un profil sur lequel ils pourront se jeter directement. En gros, Washington pourrait lui donner les vêtements pour apprendre, Utah pourrait lui donner la liberté, et Memphis pourrait lui donner la responsabilité d'un backcourt à reconstruire. Donc maintenant, si je dois vraiment me mouiller sur Darren Peterson dans 5 ans, je dirais ça. Le scénario pessimiste, pour moi, c'est pas le flop total. Son tir, son gabarit et sa création individuelle sont trop solides pour l'imaginer disparaître. Le scénario bas, ce serait plutôt un très bon scoreur NBA, autour de 18 ou 20 points, capable de prendre feu, mais qui a besoin d'un vrai créateur à côté pour que l'attaque respire, et qui se blesse peut-être trop souvent pour progresser de manière linéaire. Mais franchement, même ce scénario pessimiste, il est pas totalement honteux, ça reste un très bon joueur s'il arrive à faire ça. Le scénario optimiste, par contre, il est beaucoup plus excitant. Là, Peterson reste en bonne santé, il devient un arrière All-Star, peut-être même All-NBA, dans la famille des Devin Booker ou Brandon Roy version moderne, plus de 25 points, 5 passes, du scoring partout, du pick and roll, des fins de match bien gérées, et surtout, quand la défense envoie de l'aide, il ne subit plus, il punit. Là, il peut devenir un monstre. Mais bon, on le sait, généralement, une projection, il se situe pas dans les extrêmes. C'est pour ça que mon pronostic, il se situe un petit peu au milieu de tout ça.
Dans 5 ans, je le vois plutôt comme un très gros arrière titulaire, proche All-Star ou All-Star selon le contexte. Un joueur autour de 22, 24 points, 4 ou 5 rebonds, 4 passes, avec une vraie menace aux 3 niveaux et des soirs où il peut clairement porter une attaque. Pas forcément encore un franchise player complet, mais clairement plus qu'un simple scoreur. Et si le playmaking monte, là par contre, attention. Un grand arrière qui crée son tir, score de partout, défend plusieurs postes et prend feu dans les moments chauds, ça ne tire jamais trop longtemps le banc. Peterson n'est pas parfait, loin de là, mais la base qu'il propose est rare. Alors si sa santé suit et si la création pour les autres progresse vraiment, alors oui, dans 5 ans, on pourrait parler de l'un des meilleurs arrières de sa génération. Alors maintenant, je veux vos avis. Darin Peterson, vous le voyez devenir quoi? All-Star, All-NBA, franchise player ou alors simplement juste un très gros scoreur? Dites-moi tout ça en commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, justement, les débats seront d'autant plus intéressants. Ensuite, si ce genre de contenu sur les prospects vous plaît, c'est important, pensez à booster la vidéo dans l'algorithme, ça va la pousser à fond. Enfin, si vous ne voulez pas louper la suite de mon contenu sur la draft, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait, ce serait bien dommage de louper tout ce que je vous prépare. Merci pour votre écoute la team, portez-vous bien, et moi je vous retrouve direct juste en dessous dans la section commentaires.